Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vous êtes l'invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. Merci d'être là. Eurodéputée, la France Insoumise, présidente de la gauche au Parlement. Comme tous les jours, il y a énormément d'actualités à commenter. On attend votre point de vue sur différents sujets. Mais là, on va parler bien sûr, commencer par le gouvernement, le nouveau gouvernement Barnier, le futur gouvernement Barnier. On en connaît les grands équilibres politiques déjà. Il va y avoir 38 ministres, dont 16 de plein exercice. Comment est-ce que vous jugez cette nouvelle équipe ? J'ai un peu le sentiment qu'on prend les mêmes et on recommence. Et le message qui est envoyé aux Français, c'est que le meilleur moyen de gouverner dans ce pays, c'est de perdre les élections. Vous avez un gouvernement de perdants qui, en réalité, c'est plus un gouvernement, c'est une forme de rétrécissement avec une extrême droitisation de la Macronie. C'est-à-dire une extrême droite. Personne ne vient de l'extrême droite dans ce gouvernement. Alors ça ne vous a pas échappé que si ce gouvernement tient, je ne sais pas pour combien de temps, pour quelques semaines ou quelques mois, c'est uniquement avec le soutien de l'extrême droite et de Marine Le Pen qui a fait le choix non pas d'une bienveillance, mais en réalité d'un soutien à ce gouvernement. Et puis quand vous regardez dans les noms qui sont annoncés, il y a parmi les noms qui sont annoncés... Alors elle ne le soutient pas, mais elle a dit qu'elle ne le censurerait pas. Alors, si Marine Le Pen a des désaccords politiques avec ce gouvernement, y compris qui n'est pas le reflet du résultat des élections, normalement, elle devrait le censurer. Mais on voit qu'une fois de plus, le Rassemblement national et l'extrême droite sont devenus la béquille de la Macronie qui ne doit sa survie que grâce à l'extrême droite. Et puis ensuite, si on regarde un petit peu dans le détail les noms qui sont annoncés. Moi, j'ai été frappée, par exemple, de voir le nom de Laurence Garnier circuler pour être ministre de la Famille. Laurence Garnier, c'est quelqu'un qui a voté contre la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Laurence Garnier, elle a été manif pour tous, c'est-à-dire qu'elle a manifesté contre le mariage homosexuel. Laurence Garnier, par exemple, elle est contre les thérapies de conversion. Bref, c'est une personne homophobe que vous allez placer, et contre le droit des femmes, que vous allez placer à la tête du ministère de la Famille. Mais c'est pas une provocation, pardon, mais c'est un crachat à l'ensemble des Françaises. Alors elle n'est pas contre l'IVG, elle est contre le fait d'inscrire l'IVG dans la constitution. Contre la constitutionnalisation. Et sur le mariage pour tous, c'était il y a 11 ans. Oui, pardon, mais ça veut dire quelque chose. Et puis, moi je crois aux convictions politiques. Peut-être que vous avez une bande d'arrivistes qui sont au gouvernement. Mais franchement, je vous le dis, je décolère pas. En fait, pourquoi on demande aux gens de voter si à la fin on dit mais j'en ai rien à faire de ce que vous votez et c'est moi qui décide tout seul avec mes copains. C'est pas une cohabitation. On nous avait annoncé une cohabitation. Pardon, mais en réalité c'est une forme de soumission à la Macronie qu'on nous propose. Aucune personnalité de gauche n'a voulu y aller, hein. Mais aucune personnalité de gauche n'a voulu aller pour appliquer un programme de droite. En fait, on a des valeurs, des convictions, des objectifs politiques. Vous m'auriez dit, et ça aurait été normal, pourquoi vous allez dans un gouvernement défendre, par exemple, de continuer à avoir une politique d'austérité budgétaire, alors que vous défendez, par exemple, des moyens pour l'éducation et la santé. Pourquoi vous allez dans un gouvernement qui n'abroge pas la réforme des retraites, alors que vous avez défendu l'abrogation de la réforme des retraites? Donc c'est normal, j'ai de la cohérence politique. Et franchement, je vais vous dire, tout ce petit jeu, il est assez pitoyable. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça fait du mal à la politique. J'imagine les gens qui se réveillent ce matin et qui se disent « Ouais, il y a Laurent Wauquiez, tous les républicains qui crachaient sur les macronistes puis qui gouvernent avec eux, à la fin... » Les gens ont plus de colonne vertébrale politique. Manon Aubry, Michel Barnier semble vouloir augmenter les impôts des plus aisés. Pas des classes moyennes, mais des plus aisés. Et également des entreprises qui font des gros profits. C'est à préciser. Il faudra voir ce qu'il dira dans son discours de politique générale. Vous pourriez le rejoindre sur de tels projets ? D'abord, augmenter les impôts, c'est votre truc ou pas ? J'attendrai quand même de voir. Non mais oui, c'est votre truc ou pas d'augmenter les impôts ? Non, moi ce qui est mon truc, c'est davantage de justice fiscale. Faire en sorte que Bernard Arnault... Vous ne rien dire. Bah si, c'est un peu plus précis que augmenter les impôts sans dire ceux desquels. Parce que la réalité, c'est que ce gouvernement, à mon avis, il n'écarte pas la possibilité d'augmenter des impôts injustes comme la TVA, comme la CSG. Mais que la réalité, c'est qu'ils viennent dans une situation budgétaire et ils sont la continuité de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances démissionnaire, qui a cramé la caisse. Il a cramé la caisse ces dernières années en faisant 50 milliards d'euros de cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises multinationales. Et vous voyez, il y a un sondage intéressant qui est sorti cette semaine qui démontre que 67% des Françaises et des Français sont en faveur du rétablissement de l'impôt sur la fortune. Alors je pose la question ce matin à Michel Barnier. Prévoit-il de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune qui, je le rappelle, n'est pas payé par les Français qui nous écoutent et payé par un tout petit pourcentage de gens extrêmement riches
Voilà une des pistes, comme la taxation sur les super profits des grandes entreprises. Voilà des moyens de ramener de l'argent dans les caisses de l'État. Augmenter la fiscalité. Mais vous savez quel est le taux de prélèvement obligatoire en France ? Oui, il est à peu près de 50%. 48% selon Eurostat. Vous savez qu'on est au maximum. Non, 41,7% en moyenne pour la zone euro. Et 34% pour les pays de l'OCDE. Et vous nous dites on peut encore augmenter les impôts. Et vous savez de combien il est pour les 1% les plus riches, ce taux de prélèvement obligatoire ? Il est de 25%. Ça dépend de quoi on parle. C'est vous qui me parlez de prélèvement obligatoire. Oui, mais là c'est Eurostat. Faut savoir. Les impôts, les cotisations, les taxes. Exactement. Voilà, et vous pourriez aller jusqu'à combien ? Et je vous prends les mêmes chiffres. Eh bien, moi, je veux diminuer le taux de prélèvement obligatoire des plus pauvres et augmenter le taux de prélèvement obligatoire des 0,1% qui va jusqu'à même que 2% de taux de prélèvement obligatoire. Vous imaginez d'impôts pour ces personnalités les plus riches. Et permettez-moi d'avoir un doute quand même sur la volonté de Michel Barnier. Vous faites là du symbolique. Alors c'est important. Non, c'est pas du symbolique, ça ramène de l'argent dans les caisses de l'État. Je vais vous donner un exemple. Très peu. Savez-vous combien a prévu de rapporter notre réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune ? Dites-nous. 10 milliards d'euros. Savez-vous combien on prévoit de rapporter avec notre réforme de taxation des superprofits ? 10 milliards d'euros. Ça commence à faire pas mal, non ? C'est 20 milliards d'euros déjà des 50 milliards d'euros qui ont été cramés par Bruno Le Maire chaque année. Donc oui, je veux dire aux gens qui nous écoutent, ce n'est pas à vous de payer la folie économique du gouvernement passé. C'est à ceux à qui on a multiplié les cadeaux fiscaux. Et vous voyez, si le président de la République avait respecté le vote des Françaises et des Français, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire qui serait à l'heure actuelle à la tâche et qui aurait rétabli davantage de justice fiscale pour que les petits payent petits et que les gros payent gros, comme le disaient à juste titre les Gilets jaunes. À l'Assemblée nationale, la France insoumise a déposé une motion de destitution d'Emmanuel Macron qui n'a mais qui n'a en l'occurrence aucune chance d'aboutir, et vous le savez. Pourquoi faire ça ? Non, attendez, je m'arrête là-dessus une seconde. Ça fait des semaines depuis qu'on parle de cette motion de destitution qu'on nous dit qu'elle a aucune chance d'aboutir, ne serait-ce que parce qu'elle ne passerait pas l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. Or, les faits l'ont démontré cette semaine. C'est une majorité de NFP. Ah oui, mais vous nous aviez dit, oui, mais regardez, les socialistes sont pas d'accord, ça ne passera même pas l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. Donc vous voyez, ça a passé l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, moi je ne désespère pas de convaincre les députés à l'Assemblée nationale et ce sera un moment de clarification. Est-ce que vous êtes du côté d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui provoque un coup de force antidémocratique historique, ou est-ce que vous êtes pour le respect des urnes ? Et c'est coup de force démocratique du président de la République ? Oui, c'est un coup de force. Quand vous provoquez une élection et que vous asseyez sur le résultat de cette élection, comment ça s'appelle si ce n'est un coup de force ? Et c'est pour ça que j'appelle à une grande mobilisation populaire. D'abord, demain, dans la rue, à l'appel des organisations de jeunesse, d'associations comme Attac, de toutes celles et tous ceux, finalement, qui, comme moi, ce matin, sont dans une colère folle et ne veulent pas rester les bras croisés face à ce coup de force. Et puis, vous pouvez aussi signer une pétition sur macron-destitution.fr. On est déjà plus de 300 000 à l'avoir signé. Il faut qu'on augmente la pression parce que sinon, on a un homme tout seul depuis l'Élysée qui décide pour notre avenir. Manon Aubry, invité de la grande interview CNews Europe 1. Un vrai coup de force, c'est pas celui de Nicolás Maduro au Venezuela qui a expulsé son rival. Nicolás Maduro qui a toujours été soutenu par Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça un coup de force démocratique? Alors écoutez, j'aime bien comment vous ressortez régulièrement le sujet Venezuela, mais je vous invite... gêne ? Non, il ne me gêne pas et je vous invite à travailler vos dossiers puisqu'au Parlement européen, on a voté une résolution cette semaine, mais j'imagine que vous ne l'avez pas vue. Et dans cette résolution, précisément, nous appelons à un recomptage des voix. Nous appelons, comme l'ont fait des pays comme le Brésil et d'autres États d'Amérique latine, à davantage à ramener le calme dans les rues aujourd'hui du Venezuela et à retenir des élections dans un cadre démocratique et dans un cadre contrôlé. Donc non, nous ne soutenons pas Nicolás Maduro. Vous ne soutenez plus Nicolás Maduro? Non, nous ne l'avons jamais soutenu. Ah, si, Jean-Luc Mélenchon l'a soutenu. Et je vous invite à trouver des paroles que j'ai pu tenir en soutien à Nicolás Maduro. Et puis n'hésitez pas à aller regarder la résolution qu'on a votée cette semaine au Parlement européen. Manon Aubry, vous voyez Emmanuel Macron finir son mandat ou pas? Franchement, vous pensez là qu'il est capable de le tenir, son mandat? Je veux dire, il est détesté dans le pays, il est minoritaire dans l'opinion publique, il ne gouverne que grâce à des coups de verse. Mais il est président de la République de la... Bien sûr, il a été sous la Ve République.
Il a été élu démocratiquement et c'est justement parce que je tiens à la démocratie qu'il bafoue que je pense qu'aujourd'hui, il n'est plus en mesure. Franchement, je le vois, y compris en tant que députée européenne, sur la scène européenne, il n'a plus aucune crédibilité. Nos collègues viennent nous voir et nous disent, attendez, le président de la République provoque des élections et puis ensuite il s'assoit sur le résultat des élections. Je veux dire, dans n'importe quel autre pays européen, il y aurait une mobilisation de nos homologues européens pour dire la démocratie et l'état de droit sont en danger. Donc je lance l'alerte. On ne peut pas donner des leçons à des États comme la Hongrie et de l'autre côté avoir un président de la République qui s'assoit sur nos principes démocratiques fondamentaux comme le fait Emmanuel Macron. Donc je vous le dis, tôt ou tard, Emmanuel Macron partira et il nous faut préparer la relève. Avant 2027, vous l'entendez? Je pense que c'est aujourd'hui une possibilité assez forte. D'ailleurs, beaucoup d'éditorialistes, de journalistes l'envisagent aussi. Et je le dis, nous, on est prêts à gouverner. On l'était prêts là. Avec qui? Jean-Luc Mélenchon sera le candidat de la France Insoumise? S'il y a une nouvelle, s'il y a une présidentielle anticipée? Je pense qu'en tout cas, il en a les forces, la capacité, l'écho. Et l'envie, visiblement. Et l'envie, ça sera à lui d'y répondre. C'est pas à moi d'y répondre pour lui. Mais vous souhaitez que ce soit lui? Moi, je pense que c'est un bon candidat pour le nouveau Front populaire et que je pense qu'on a besoin de maintenir à la fois la dynamique, l'unité d'action, mais aussi la force qui a été la sienne des précédentes élections présidentielles. Maintenant, l'avenir nous le dira sur la manière dont ce sera organisé, mais nul ne peut ignorer, vous montrez là à l'instant pour ceux qui voient les images sur CNews, les images de la fête de l'humanité. On ne peut pas nier aujourd'hui qu'il y a un écho populaire dans le pays de ce que porte le nouveau Front populaire, de ce que porte Jean-Luc Mélenchon. Et je souhaite en tout cas qu'on se donne un maximum les moyens d'aller gagner. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il faut mobiliser la jeunesse et les quartiers populaires. Tout le reste, laissez tomber, on perd notre temps. Pourquoi il s'intéresse qu'aux quartiers populaires et aux jeunes, pas à la France qui travaille, à la France périphérique, à la France des centres-villes, accessoirement? Ça vous a pas échappé que dans les quartiers populaires, vous avez aussi la France qui travaille, vous avez la France qui se lève tôt à 4h du matin, par exemple les femmes de ménage qui viennent nettoyer ce studio. Mais ce qu'il a dit, et c'est une phrase sortie de son contexte, c'est qu'en réalité, dans la jeunesse et les quartiers populaires, ce sont aujourd'hui des segments de la population française qui votent le moins. Et quand on est des démocrates, on devrait s'intéresser, faire en sorte que les gens votent le plus. Je sais bien qu'Emmanuel Macron, il est en train d'essayer de nous dégoûter de la politique, il est en train d'essayer de nous résigner. Et vous savez, quand tous les dégoûtés de la politique s'en vont, il ne reste plus que les dégoûtants. Et nous, on essaie de faire en sorte que les dégoûtés se réinvestissent dans la politique et qu'il ne reste plus que les dégoûtants, eux, s'en aillent. Parce que les dégoûtants, ce sont ceux qui nous gouvernent à l'heure actuelle contre la volonté populaire. Donc oui, la France insoumise fait un travail de mobilisation de la jeunesse et des quartiers populaires, parce qu'on ne peut pas se satisfaire que dans la jeunesse et les quartiers populaires, il n'y ait qu'une personne sur 3 qui aille voter, comme ça a été le cas dans les dernières élections. On continuera à les sensibiliser, à les mobiliser, mais évidemment que ce ne sera pas les seules personnes à qui on s'adressera. La grande interview CNews Europe 1 de Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise. Manon Aubry, je voudrais vous entendre sur ce qu'a dit Boualem Sansal dans le Figaro Magazine. Ça sort aujourd'hui, interrogé par Alexandre Devecchio, écrivain franco-algérien. Il vient d'être naturalisé français, Boualem Sansal. Il dit: la France est un pays à la ramasse qui vit sur des gloires passées. Pourquoi la France coule-t-elle? Je résume grossièrement, mais c'est vraiment ça. Boualem Sansal identifie 3 raisons. Il parle de la médiocrité de notre personnel politique. Petit 1. Petit 2, il parle d'une immigration de très bas niveau qui refuse de s'intégrer. Et petit 3, il parle d'un islam archaïque, retour de bâton de nos ex-colonies. Quel est votre point de vue sur ce que dit Boualem Sansal, qui est algérien, je le répète, et qui vient d'être naturalisé français? Écoutez, si la France est en train d'être déclassée, notamment d'un point de vue économique sur la scène internationale, personnellement, je pense que c'est davantage dû au fait que nos services hospitaliers se dégradent faute de moyens. On a tous fait l'expérience. Moi, j'ai 34 ans et je me souviens quand j'étais petite, j'attendais moins de temps aux urgences que quand j'y suis allée récemment. Je me souviens que quand j'étais petite, quand j'allais à l'école, on avait davantage de moyens que nos enfants en bas âge à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent dans la société française en 30 ans? Il y a eu un désinvestissement massif, notamment dans nos services publics. Mais je vais plus loin. Il y a eu un désinvestissement massif de ce qui fait société, ce qui fait le vivre ensemble. Ce qui fait le vivre ensemble, c'est qu'on a... Et qui ne veut pas vivre avec qui aujourd'hui? Mais tout le monde veut vivre avec tout le monde.
Moi, je veux vivre avec vous, je veux vivre avec tous ceux qui nous écoutent, parce que faire société, c'est avoir des repères communs. On l'a vu, ça peut donner des grands moments, on l'a vu pendant les Jeux Olympiques, vous avez un sentiment d'appartenance en commun. Mais si tout est fait pour nous diviser dans la société, notamment en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion, comme il le fait d'ailleurs, alors vous divisez notre peuple, et alors précisément vous créez des repères différents. Vous visez à fracturer notre société. Et je pense que pour rassembler la société, il faut des repères communs, mais il faut aussi des moyens communs, il faut des services publics communs, il faut ce qui a fait la grandeur de la France. Je pense que c'est son état social et qu'il est en train de se déliter, c'est vrai. Et je suis inquiète pour l'avenir parce qu'il peut y avoir un décrochage de la France et de l'Union européenne sur la scène internationale de cette fameuse grandeur passée. Un terme à la rigueur que je peux reprendre, mais je pense qu'elle est véritable que sur les questions économiques et sociales. Merci beaucoup Manon Aubry. C'était votre grande interview. C'est dommage, on devait parler du procès des viols de Mazan, et j'observe que la question des droits des femmes passe très régulièrement à la trappe sur l'ensemble des plateaux télé. On nous a même fait la remarque à nous, les politiques, qu'on n'en parlait pas assez, mais j'observe qu'on nous pose assez peu la question, alors que c'est un procès qui fait date d'une femme qui a été violée sous soumission chimique par 50 hommes et qui démontre la culture du viol dans notre société. Et moi, j'en appelle à une véritable prise de conscience collective si on veut agir contre les violences sexistes et sexuelles. C'est un sujet qui me tient à cœur et c'est pour ça que je voulais le mentionner à votre antenne, parce que j'ai été très touchée, y compris par le témoignage de Gisèle Pellicot, mais aussi des hommes qui sont accusés et qui utilisent parfois des arguments de viol involontaire, comme s'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils pratiquaient, et qui, je crois, doit tous nous interpeller. Excusez-moi d'avoir fait durer cette interview, mais je pense que le sujet était important. Merci beaucoup, Manon Aubry. C'était votre grande interview CNews Europe 1. Et on y reviendra plus en longueur quand vous reviendrez sur le plateau. Merci à vous.